Hello and welcome to this news conference. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. I'm Elizabeth Thompson with CBC News. With us today we have Dr. Theresa Tam and Dr. New, who will be presenting their latest report on COVID-19. Doctors? Thank you. Good morning. Bonjour à tous. Today we will provide the latest update on national epidemiology with a focus on the longer-term management of COVID-19 and preparedness for the future. For more than 2 years, the COVID-19 pandemic has had a profound and significant impact on the health, social, and economic well-being of people in Canada and globally. Thanks to our collective whole-of-society response, we have learned more about how the virus behaves, and we are better equipped with new tools, including diagnostics, a portfolio of 6 Health Canada authorized COVID-19 vaccines, and more treatment options. Together, these tools can help reduce the impact and severity of COVID-19. We're now in a period of transition, and we anticipate that progress will not be linear, and that there will likely be more bumps along the way, including resurgence in cases this spring, and likely also in the fall and winter. However, with higher levels of population immunity, proven protective practices to slow the spread and reduce pressure on the health system, we are in a stronger position to get back to more of the things we love, while continuing to keep each other safer. Nevertheless, as we take steps to recover, address the broader impacts of the pandemic, and actively prepare for a range of future scenarios, we're all encouraged to keep vaccinations up to date and continue with the personal protective measures like masking. Bonjour. Aujourd'hui, nous ferons le point sur la situation épidémiologique nationale en mettant l'accent sur la gestion à long terme de la COVID-19 et la préparation pour l'avenir. Depuis plus de 2 ans, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions profondes et importantes sur la santé et le bien-être social et économique des personnes au Canada et dans le monde. Grâce à notre intervention sociétale, nous avons acquis des connaissances sur le comportement du virus et nous sommes mieux équipés en nouveaux outils, notamment des outils de diagnostic, un portefeuille de 6 vaccins contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada et davantage d'options de traitement. Ensemble, ces outils peuvent contribuer à réduire l'impact et la gravité de la COVID-19. Nous entrons désormais dans une période de transition. Les progrès ne seront probablement pas linéaires et nous risquons de rencontrer d'autres obstacles en cours de route, notamment une recrudescence du nombre de cas se prêtant et probablement à l'automne et à l'hiver également. Toutefois, grâce à un taux élevé d'immunité de la population et à des pratiques de protection éprouvées visant à ralentir la propagation et à réduire la pression sur le système de santé, nous sommes en meilleure position pour reprendre les occupations que nous aimons, tout en continuant de nous protéger les uns les autres. Néanmoins, alors que nous prenons les mesures nécessaires pour nous rétablir, faire face aux répercussions plus générales de la pandémie et nous préparer activement à tout un éventail de scénarios futurs, nous sommes tous encouragés à maintenir notre vaccination à jour et à continuer à appliquer les mesures de protection individuelles comme le port du masque. Slide 1. Following the last update in February, jurisdictions across the country eased public health measures. Not unexpectedly, the associated increase in in-person activities, more transmissible BA2 variant, and waning immunity may have contributed to increases in transmission as reflected in recent trends in daily new case counts, laboratory positivity, and other indicators of increased virus circulation. As of March the 31st, daily average case counts have increased by 28% nationally, indicating a resurgence is underway. Currently, declines in lagging indicators of severe illness are leveling off. As with disease activity indicators, these trends show considerable variability regionally and are likely to follow the rising trends of cases to some degree over the coming weeks. Over the same time period, surveillance activities have been shifting from reporting every case to monitoring key trends at the population level, with reduced frequency of reporting.
As we continue through this transition phase, we need to further build on the range of surveillance activities that were established and enhanced throughout the pandemic. These will continue to support early warning and ongoing monitoring of disease activity, while being adapted for longer-term sustainable disease monitoring. Diapositive 2. Alors que les tendances en matière d'admission aux soins intensifs restent faibles, le déclin des hospitalisations a ralenti dans certaines juridictions, tandis que d'autres montrent des signes d'augmentation. Alors que nous pourrions voir une nouvelle augmentation des hospitalisations au cours des prochaines semaines, compte tenu de l'immunité élevée au sein de la population qui est attribuable à la vaccination et aux infections récentes, les répercussions sur notre système de soins de santé seraient plus gérables. Ce point est important car il est essentiel de maintenir l'impact sur les hôpitaux sous un seuil gérable dans le cadre de la reprise en cours des activités, afin de se concentrer sur les soins ayant été retardés ou reportés et sur les répercussions plus générales sur la santé. Slide 3. As part of a comprehensive surveillance approach, examining wastewater trends can help us understand patterns of COVID-19 transmission in our communities. This approach has several important advantages, including potential to act as an early warning system, providing a source of data that can help estimate the burden of COVID-19, as well as identify virus variants circulating in communities. While some sites are currently showing rising virus levels in community wastewater, there's variability across testing sites. For example, recently reported community wastewater data signal a rising trend in a number of local areas, such as Ottawa, while there are signs of declining signals for several sites in Saskatchewan. With information like this in hand, people may be encouraged to adjust their use of personal practices, such as masking, to protect themselves and others. It is important to remember that no single source of information can tell the whole story. Going forward, it will be important to continue to monitor a range of surveillance indicators. Diapositive 4. Bien que plus de 81 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aient été administrées à ce jour, des lacunes dans la couverture vaccinale demeurent à combler. En effet, plus de 5,1 millions de Canadiens admissibles doivent recevoir une ou plusieurs doses pour compléter leur série initiale. La couverture vaccinale par une première dose chez les enfants de 5 à 11 ans en particulier stagne aux environs de 57 %, n'ayant augmenté que de 1 % depuis le mois dernier. Bien que les personnes 70 ans et plus aient été nombreuses à obtenir la protection d'une dose supplémentaire, la progression de la couverture a ralenti chez les personnes de 50 à 69 ans, qui présentent pourtant eux aussi un risque élevé d'hospitalisation et de maladies graves. Il n'est pas trop tard d'avoir une dose de rappel et avec l'augmentation récente des cas, cela est particulièrement important pour les personnes âgées de 50 ans ou plus qui ne sont pas à jour avec leur vaccination contre la COVID-19. Slide 5. Over the longer term, COVID-19 activity will depend on a range of factors, including waning immunity. Therefore, ongoing monitoring of COVID-19 vaccines' impact can support vaccination programming going forward. Since vaccines became available, hospitalization rates have been consistently lower among fully vaccinated people and those with an additional dose compared to unvaccinated people. From mid-February to mid-March, vaccinated people continue to be at lower risk of hospital admissions than unvaccinated, with a hospitalization rate that was 4 times lower among fully vaccinated people than among the unvaccinated people, and 10 times lower among fully vaccinated people with an additional dose than among unvaccinated people. Getting an mRNA booster dose remains important for enhancing your overall immune response, which can provide longer-lasting protection and possibly better effectiveness against variants. Diapositive 6. Actuellement, nous utilisons les sources de renseignements
pour surveiller l'évolution du virus. Ces sources comprennent le dépistage aléatoire des voyageurs qui arrivent au pays, l'établissement de partenariats avec les provinces et les territoires pour le séquençage du virus au Canada et la surveillance des eaux usées. Pour mieux comprendre la situation à l'extérieur du Canada, nous collaborons aussi étroitement avec des réseaux internationaux de surveillance génomique. Notre récente expérience liée à la sous-lignée BA2 du variant Omicron offre un exemple de la façon dont ces systèmes fonctionnent. En surveillant les séquences du virus au pays, incluant dans les eaux usées, nous avons remarqué qu'une augmentation constante des BA2 en proportion des séquences. Il est possible que le BA2 pourrait être plus préoccupant pour les régions et les collectivités canadiennes qui ont connu des plus petites vagues causées par le variant Omicron BA1 et où les taux d'administration des doses de rappel sont faibles, étant donné que la propagation de la soulignée BA2 pourrait être plus rapide dans ces régions. Bien que BA2 soit plus transmissible que BA1, elle semble avoir un profil de gravité et des symptômes semblables. Mais surtout, la vaccination à jour contre la COVID-19, incluant une dose de rappel, devrait encore fournir une protection substantielle contre les conséquences graves. En outre, l'infection par BA2 dans les 2 mois suivants une infection par BA1 est rare. Par conséquent, même s'il est possible que nous assistions à une augmentation des cas et des conséquences graves associées à la poursuite de la propagation de ce variant hautement contagieux, nous n'avons pas encore assisté à l'accélération dans certains pays au niveau international. Slide 7. Globally, some countries that passed the peak of the Omicron wave have since begun to see signs of a resurgence. Canada has been closely monitoring the situation in these countries, particularly as it relates to the spread of the BA2 sublineage. Predominance of BA2 appears to be common among countries currently reporting a resurgence of cases and in the context of less stringent public health measures. This cautions us in Canada to continue to prepare for further ups and downs of the trajectory, including the spring, as BA2 continues to spread and in light of reduced public health measures. This is why we are urging people to continue with our vaccines plus strategy by keeping vaccines up to date, following public health advice, and maintaining good personal protective habits. Diapositive 8. La COVID-19 sera présente dans un avenir prévisible et, bien qu'il existe une grande incertitude quant à la trajectoire spécifique du virus au fur et à mesure de son évolution, nous nous préparons à 2 scénarios clés pour l'avenir. Un scénario probable pourrait être celui d'une transmission continue, faible et modérée du virus au Canada, avec des vagues intermittentes lorsque de nouveaux variants apparaissent ou que l'immunité diminue. Si ce type de transmission se traduit parfois par une augmentation du nombre de cas et des conséquences graves, les répercussions sur notre système de soins de santé pourraient être plus prévisibles et plus faciles à gérer. En parallèle, nous surveillons et nous nous préparons au pire scénario qui est moins probable mais toujours possible, impliquant l'émergence d'un variant préoccupant qui a la capacité d'échapper à l'immunité antérieure et de provoquer une maladie plus grave. Ce scénario pourrait mettre à rude épreuve les systèmes de soins de santé et nécessiter des mesures combinées de protection personnelle et de santé publique. Bien que nous devons être préparés au pire des scénarios à court terme, notre plus grand risque pourrait être une recrudescence qui coïncide avec le retour d'autres virus respiratoires saisonniers, dont la grippe cet automne et cet hiver. L'impact sur le système de santé pourrait être considérable. Il est donc primordial de se concentrer dès maintenant sur la préparation en plus de rétablissement et que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble. Slide 9. While this is a time to recover, in light of potential scenarios, we are transitioning to sustainable management of COVID-19 at the same time as we're preparing for future waves, including a worst-case scenario.
Fortunately, Canada's overall high vaccination coverage, together with public health measures and adapting our daily routines, have provided us with better protection going forward. Although further ups and downs are not unexpected over the coming months, we can continue to rely on a suite of tools we have for prevention, surveillance, and response, including vaccines, testing, treatments, and public health and healthcare infrastructure. For public health and individuals alike, maintaining a caution and a state of readiness will be our strongest advantage as we prepare and enhance our surge capacity for future response. Measures to reduce transmission will continue to be important, particularly in high exposure risk settings and around vulnerable populations. For individuals and families, this includes keeping COVID-19 vaccinations up to date, including getting a booster dose when eligible, being aware of our evolving risks in our community, and maintaining individual protective practices such as wearing masks, staying home when sick, and improving ventilation of indoor spaces. In particular, as Ramadan, Passover, Easter, and other important events approach, considering the risks and planning safer ways to celebrate, but continuing to use good personal protective habits can help keep us all safer and collectively reduce the risk of large spreading events. For the ongoing efforts of countless Canadians in protecting each other, thank you, merci, Megwidge. Diapositive 9. À la lumière des scénarios possibles, et bien que nous soyons dans une période de récupération, nous effectuons une transition vers une gestion durable de la COVID-19 et nous nous préparons en même temps à affronter de futures vagues, y compris le pire des scénarios. Heureusement, la couverture vaccinale élevée au Canada, ainsi que les mesures de santé publique et l'adaptation de nos habitudes quotidiennes nous assurent une meilleure protection pour l'avenir. Même si nous pouvons nous attendre à d'autres hauts et bas dans les mois à venir, nous pouvons continuer à compter sur l'ensemble d'outils dont nous disposons pour la prévention, la surveillance et l'intervention, notamment les vaccins, les tests, les traitements et les infrastructures de santé publique et de soins de santé. Tant pour la santé publique que pour les particuliers, le maintien de la prudence et de l'état de préparation sera notre meilleur atout au moment où nous nous rétablissons et renforçons notre capacité d'intervention future. Les mesures visant à réduire la transmission resteront importantes, en particulier dans les endroits à très haut risque d'exposition et en présence des populations vulnérables. Pour les individus et les familles, il s'agit notamment d'avoir sa vaccination contre la COVID-19 à jour et d'obtenir une dose de rappel lorsque admissible, d'être conscient des risques qui évoluent dans nos communautés et de maintenir des pratiques de protection individuelle, comme porter un masque, rester à la maison lorsque vous êtes malade et améliorer la ventilation intérieure. En particulier, à l'approche de Ramadan, de Pâques et d'autres événements importants, le fait de prendre en compte les risques et de prévoir des moyens plus sûrs de faire la fête en continuant à utiliser de bonnes habitudes de protection personnelle peut contribuer à nous garder tous plus en sécurité et à réduire collectivement les risques d'événements conduisant à une transmission importante. À tous les Canadiens et Canadiennes qui continuent de prendre des mesures pour assurer la protection de tous, thank you, merci, Miigwech. Thank you. Merci beaucoup. We now go to questions. The first person who will be asking a question is Dylan Robertson from the Winnipeg Free Press. Dr. Tam, you mentioned a shift from reporting every case to monitoring key trends, but that shift seems unparalleled among our peer countries. When we look at the per capita number of tests being performed, Canada is way at the bottom of the 38 countries of the OECD. I wanted to know if you're comfortable with that happening on your watch. I think as you know, the tests were being done by provinces and territories. From a federal perspective, we have supported capacity building, provided and many other resources and other supports to provinces and territories.
We know that at the peak of the Omicron wave, even though health systems were stretched, provinces were able to surge to, I believe, even up to 150,000 tests a day. We're at about 40,000 tests a day on average. I can't tell you whether that's too much or too little, but it needs to be enough so that we can monitor trends of things going up and down. And certainly I will be encouraging provinces and territories to continue to sustain that infrastructure as well as offering tests to their populations. I know that it was a very difficult task during the height of the Omicron wave to provide that response. And so I think I think the jurisdictions are adjusting to what is a good sampling size and distribution in terms of trends analysis. So, which is why we have also added in supports for wastewater monitoring, because we know, just like other respiratory viruses, not every person will present for testing. Some people may have done the rapid test and, that's not counted. And so adding in another layer of surveillance will give us more information so that the public can know what to do. So it's not just one system, but many that needs to be strengthened, I think, at this time. Thanks for the thorough answer. And another question on data. You mentioned collaboration with the provinces to get consistent data reporting. We have seen a bit of what appears to be a reversal. Manitoba changed the definition of a COVID death for the first time in 2 years. There's other provinces that are modifying their key indicators. I think this is actually your first modeling report that has no Manitoba data, which I have to assume is the result of the province pulling the plug on most of its surveillance. Should we be concerned about a backtracking here if we can no longer consistently compare the data sets with the past figures or between the provinces? Yes, we haven't shown every single jurisdiction. So that data is either on our website or can be provided. But yes, so the provinces are all trying to find their, steady state or sustainable surveillance approach. But it is important, I think, to maintain that, as I've just said in my previous answer, to maintain that capacity. And I meet with, as you know, the provinces all the time, very frequently, to try and get that more consistent approach and get the definitions so that we can report more consistently. So we are continuously trying to improve and see where we can end up in terms of our sustainable approach going on. I think things like mortality surveillance is very important. And I personally think that in the Canadian context, we need to do better. During the pandemic, we learned to be more real-time. We live with imperfections and with some variability in how we report because we have to be more timely. I do think now taking some time to arrive at what might be a good, consistent approach would be very important. I'll be really disappointed if we went backwards and let go of the actual gains that we made during this pandemic. And I look forward to working with my colleagues to make sure we're strengthening that kind of reporting going forwards. Thank you. Merci. I also forgot to mention, if you want to ask a question, please use the raised hand function. La prochaine question, c'est Boris Prou, Le Devoir. Bonjour. Je m'intéresse en particulier à vos deux scénarios en diapositive numéro 9. Est-ce que je comprends bien que dans aucun des deux scénarios, la COVID-19 est terminée et la pandémie est derrière nous, en tout cas dans les prochains mois, on peut dire prochaines années? Merci pour la question. C'est Dr. New. Oui, la réponse simple, c'est oui, on sait que le virus et la pandémie, au moins la circulation du virus ici au Canada et même à travers le monde va continuer pour un bon bout de temps. Donc, même avec les deux scénarios, c'était toujours avec l'idée que le virus reste avec nous et il faut réagir avec un des deux scénarios, peut-être même des autres scénarios, mais
on a même au moins visé les deux scénarios peut-être possibles ici au Canada. Mais c'est sûr que le virus va continuer à circuler ici au Canada et aussi à travers le monde. En termes de confinement et de mesures de santé publique, est-ce que vous pensez que dans un des deux scénarios, on pense à un retour en arrière en termes de confinement strict ou que c'est possible pour les deux scénarios qu'on revoit encore un confinement, ordre de rester à la maison et tout ça? Moi, je pense personnellement avec le scénario plus peut-être optimiste que c'est possible de gérer la situation, peut-être pas avoir la possibilité des restrictions comme avant, mais comme je pense que même le gouvernement du Québec, je pense même Dr. Boileau a aussi constaté que toutes les options sont sur la table. Si on peut voir, comme on dit, le pire scénario, c'est vraiment il y a peut-être une variante préoccupante qui peut échapper à l'immunité avec les vaccins aussi et aussi avec des conséquences plus graves. Et si vraiment les systèmes de soins de santé vraiment ça peut-être sont poussés vraiment à leurs limites, c'est toujours possible, mais c'est toujours important, comme on dit, on peut planifier pour le pire scénario, mais en même temps toujours rester optimiste. Prochaine question, Émilie Bergeron, Presse canadienne. Oui, excusez-moi pour le délai. Vous avez parlé donc de hauts et de bas auxquels on peut s'attendre. Mais plus tôt cette semaine, le Québec a dit qu'on était déjà dans une 6e vague. Donc, est-ce que c'est une tendance que, selon les informations que vous avez, qui est généralisée ailleurs, est-ce que vous, de votre côté, vous parlez d'une 6e vague? Merci pour la question. C'est Dr. New. C'est difficile si on parle d'une 6e vague parce que si on parle du Canada, c'est un grand pays et chaque région a peut-être une situation un peu différente comparée aux autres. Donc, même au Québec, ce que je vois, peut-être il y a une différence entre qu'est-ce qui se passe à Montréal comparé peut-être aux autres régions, même au Québec, parce qu'avec l'épidémiologie, qu'est-ce qui se passait avec, comme on dit, le vague Omicron avec BA1, maintenant avec le BA2, c'est un peu différent. Donc, je pense que tout le monde est d'accord. Je pense au Québec, oui, il y a une recrudescence, augmentation, je pense que des cas, mais pour l'instant, on regarde vraiment c'est quoi l'impact sur le système de soins de santé et je pense au Québec, on est prêt peut-être à s'adapter si c'est nécessaire avec peut-être des mesures. Mais pour l'instant, oui, je pense effectivement, il y a une recrudescence, mais on n'est pas prêt à dire que c'est une 6e vague partout dans le pays. OK, merci. Ma deuxième question, c'est sur les tests PCR. En ce moment, les critères pour avoir accès à des tests PCR, c'est très limitant, pardon. Donc, est-ce que, étant donné vos projections et l'état de préparation que vous recommandez, c'est quelque chose que vous voulez aborder, de changer que les tests PCR soient plus accessibles. Est-ce que c'est une possibilité qui est vraiment à regarder étant donné l'évolution et les hauts et les bas dont vous parlez? Oui, merci pour la question. C'est Dr. New encore. Ce que je peux vous dire, c'est on travaille étroitement avec nos homologues des provinces et territoires et tout le monde est d'accord que le dépistage, l'utilisation des tests PCR continue d'être une composante importante, je peux dire, dans l'ensemble de nos systèmes de surveillance au Québec, mais aussi dans toutes les autres provinces et territoires, parce que c'est important peut-être pour détecter peut-être l'émergence d'une variante préoccupante. C'est aussi pour surveiller les tendances, mais c'est pas seulement, comme on dit, une question de comment l'utilisation se déroule dans les provinces et territoires. C'est aussi avec l'ensemble, avec tous les autres outils. On parle maintenant aussi d'un système de surveillance avec des eaux usées. C'est un autre outil supplémentaire. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait à nos frontières? Qu'est-ce qu'on regarde étroitement dans toutes les provinces et territoires avec
les indicateurs tardifs comme les hospitalisations. Donc, je pense que c'est vraiment l'ensemble. Mais en fin de compte, à votre question, oui, c'est toujours important de garder une capacité et de continuer d'offrir les tests moléculaires comme c'est nécessaire. Peut-être plus visé pour les populations vulnérables, aussi peut-être les travailleurs essentiels comme dans les systèmes de soins de santé. Mais c'est les décisions à prendre pour les provinces et territoires. Merci. Prochaine question, Mylène Crête, La Presse. Bonjour. J'aimerais savoir, au début de votre présentation, vous avez parlé d'une recrudescence de cas de 34 %. Dans quelle province et territoire est-ce que vous voyez une hausse de cas? C'est Dr. New. Je pense que c'est difficile vraiment à parler de chaque province et territoire, mais on dit toujours, si on parle à l'échelle du pays, c'est sûr que les grandes provinces comme l'Ontario et le Québec, avec leur population, leur situation, c'est toujours important pour, comme on dit, une moyenne à l'échelle nationale. Donc, on voit que les deux provinces, Ontario et le Québec, on voit comme les signaux qu'on a comme des recrudescences dans les deux provinces les plus grandes au pays. Et je pense que la réalité, c'est aussi dans quelques provinces, comme les provinces atlantiques, on voit aussi des signaux. Donc, moi, je peux seulement vous dire que c'est toujours important de regarder c'est quoi les situations actuellement, vraiment à l'échelle locale, parce que c'est plus important pour peut-être qu'est-ce qu'on fait pour chaque individu comme pour les mesures de protection individuelle, mais aussi peut-être pour les mesures que les autorités à l'échelle locale peut-être veulent utiliser aussi au fur et à mesure. Est-ce que vous considérez que les provinces, je pense que la plupart l'ont fait, qui ont abandonné les tests PCR là, pour la population générale et qui se rabattent sur les tests rapides, est-ce qu'elles devraient automatiquement mettre en place un programme de surveillance des eaux usées? Puis, pour le nombre de cas, est-ce qu'on sait s'il y a une recrudescence du nombre de réinfections? C'est difficile. Si on parle des infections, réinfections, ce que je peux vous dire que avec la surveillance, Dr. Tam, moi, on a déjà dit que c'est toujours important de garder une capacité et pour les provinces et territoires de continuer d'offrir, comme c'est nécessaire, les tests moléculaires. Les autres systèmes de surveillance, comme la surveillance des eaux usées, c'est toujours supplémentaire. C'est un bon peut-être indicateur primordial précoce pour qu'est-ce qui peut peut-être se passer dans quelques communautés, mais ça ne peut pas remplacer les tests moléculaires. Donc, c'est toujours important de garder cette capacité, mais pour infection, réinfection, ce qu'on voit, c'est la proportion de le variant BA2 commence à augmenter dans toutes les provinces et territoires. Mais c'est intéressant, par exemple, au Québec, ce que je vois, c'est que peut-être que la recrudescence avec BA2, c'est plus important dans peut-être les régions, peut-être moins touchées avant avec la vague BA1, peut-être comparé même à la ville de Montréal. Donc, c'est difficile peut-être à prononcer maintenant, mais c'est peut-être possible qu'une infection avec BA1 peut-être donne une certaine protection et une certaine immunité contre le variant BA2 pour un certain bout de temps. On sait avec les autres variants préoccupants que la durabilité de protection et immunité, c'est pas à vie, c'est seulement peut-être quelques mois et c'est quelque chose on continue à surveiller. Mais pour l'instant, si on parle d'infection, réinfection, les deux variants plus importants, c'est le BA1 et le BA2 actuellement. Merci. Next question, Glenn McGregor, CTV. Hi, thank you. In your previous modeling press conferences, you provided graphs that provide some projections on the number of cases, number of deaths in various scenarios. You haven't done that here. Is that because you just don't have the surveillance data to effectively model which way this is headed?
Yeah, there's a few reasons. One is that the case data is more unstable, so the confidence intervals are quite wide in those estimates. But the bottom line is the message about resurgence and the impact hasn't changed since our last modeling. I mean, we actually expect resurgence to occur anytime a jurisdiction is going to release the public health measures and increase contact rates. That's just absolutely expected, and that's what the model will show. I think just to supplement what Dr. New has just said, there are variabilities across Canada in terms of case increases. If you go on our website, you will see some maps, and there's 42 health regions where there's increased incidence this week, and others in which that hasn't occurred. But I would suggest that in anywhere in Canada, resurgence could occur this in the coming days or weeks when measures are relaxed. So what the model projections are still showing is that because of our immunization and some of the population immunity and the infection of that big Omicron wave we just had, the impact on health systems such as hospitalizations is likely to be lower. That's not a guaranteed in every area of the country because of the differences in vaccine coverage and in other parameters in terms of who got hit by the BA1 wave more than others. So I think the bottom line is everybody right now, I think, should still wear their mask and keep those layers of measures, no matter where you are in this country. Because even if you don't see a resurgence now, you're probably going to in the next days or weeks, and that will help reduce transmission and make sure that the impact on the health system is lowered. And please do go get that booster. People think it's maybe too late, we don't need it, we just had the infection. Any adult over the 18 years of age, when you're eligible, go get the booster now because that will protect you further. And the other message is that even if you got infected or you think you got infected, the National Advisory Committee on Immunization recommends a booster 3 months after that infection. So that's what I would encourage everybody to do. But the modeling is not going to show anything different. So we didn't think that was particularly helpful to messaging today. On the topic of boosters, that number seems kind of stuck in the high 40s. Why do you think more people are not getting their boosters? And now you're talking about waning immunity of people who have had the first 2 shots, so they need them. Why is that number not going up faster? Is it because the public health messaging from the premiers and the provincial level is contrary to what you're telling us today? I think there's diverse reasons. But if you look at, and I don't quite have in front of me which slide, but what is really great is that the oldest age groups have high booster coverage. And as you probably heard, there's been some news that the National Advisory Committee on Immunizations is looking at whether they need a second booster. I think what I'm trying to message today is that if you're 50 plus, there's a gap in that vaccine coverage, and getting that booster dose, more than anything else, tries to protect you from severe outcomes. It's not too late. Go get it, because hospitalizations, as you've clearly seen in another slide, it really helps dampen your personal risk of severe outcomes and the impact on the health system. But I think there's a number of varied reasons. So I think for many people got Omicron. Many people thought they had Omicron and maybe think, well, now we don't need another booster. That's quite possible. Or they're waiting for that 3-month mark. So we might still see some uptake past 3 months on from the peak of the Omicron wave. That's possible. But I think there's some misconceptions about some of the vaccine effectiveness. Some people might think, well, you told us 2 was enough, and now you're saying 3 and maybe even 4.
Well, I think our knowledge evolves and we're giving the best advice based on what we're seeing. And it is still important for you to keep following that advice. And then, of course, there is a group of individuals who may not want to get vaccinated. We have other vaccine options being made more available. As it stands this week, we got our first delivery of the Novavax vaccine. And given this uptick in cases, I would encourage anyone who hasn't been vaccinated, particularly the ones who haven't even had the primary series, to take advantage of this opportunity. I think in the next days and the next couple of weeks, you'll see the provinces being able to deploy that. So all of these things might help, but I think don't be complacent in thinking this is over. Even if the wave is slightly smaller, you can do everything that you can do in terms of boosters and masking to help us get back to all the things that we all want to do. Thank you. Merci. Prochaine question, Laurence Martin, Radio-Canada. Oui, bonjour. Docteur New, j'aimerais revenir sur la question des tests parce que, ce qu'on voit, c'est que les tests antigènes rapides semblent prendre plus de temps, quelques jours avant de détecter la présence du variant BA2. Pendant ce temps, donc, on a une personne qui est contagieuse sans le savoir. On sait qu'au Québec, en Ontario, les tests les plus fiables, les tests PCR, sont réservés seulement aux travailleurs de la santé. Donc, je me demande, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que les tests PCR devraient être de retour pour tous dans ces provinces, par exemple? Merci pour la question. C'est pas pour moi à prononcer, mais je pense qu'il y a un équilibre. Et je pense que les tests rapides aussi, c'est un bon outil, mais aussi les tests moléculaires. Donc, je pense que c'est peut-être une question à poser au gouvernement. C'est quoi la meilleure utilisation des deux types de tests? Mais même à part des tests, je pense que c'est pas seulement une question de dépister. Je pense que, comme on a dit à plusieurs reprises, c'est toujours important pour les personnes à comprendre que, hey, il y a plusieurs couches de protection. Même si on veut utiliser un test rapide pour diagnostiquer si on commence à voir les symptômes, même avant les symptômes, c'est toujours important peut-être continuer le port de masque peut-être dans les situations où on est à l'intérieur avec beaucoup de monde, dans les lieux bondés, avec beaucoup de contacts étroits. Et comme Dr. Tam et moi aussi on constaté, avec l'assouplissement des mesures de santé publique, c'est sûr, avec plus de contacts entre les personnes, c'est sûr, c'est pas surprenant qu'on peut avoir plus de cas d'infection. Donc, je pense que c'est vraiment peut-être une évaluation des risques individuels pour gérer les risques. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos activités? Et c'est sûr que les tests rapides ou les tests moléculaires ont une place, mais c'est pas, la seule façon de gérer la situation. Puis ma deuxième question, c'est sur le port du masque, parce que, puis sentez-vous libre d'intervenir, Dr. Tam aussi, parce que vous avez dit c'est important de continuer à porter le masque, surtout quand il y a beaucoup de monde autour de nous. Or, en ce moment, par exemple, en Ontario, on va dans des lieux qui sont bondés et le masque n'est plus obligatoire. Il y a plein de gens qui ne le portent pas. Est-ce que vous estimez que cette mesure provinciale de laisser tomber le masque met finalement la population à risque? Merci pour la question. Oui, personnellement, moi, je pense que oui, ça peut augmenter le risque parce qu'on sait que le port de masque, c'est une mesure de protection individuelle bien éprouvée. Donc, est-ce que si c'est un mandat obligatoire, c'est une exigence obligatoire ou un choix personnel, moi, j'apprécie beaucoup de Canadiens comprennent c'est quoi la science, c'est quoi l'utilisation, l'importance de l'utilisation des masques. Donc, c'est comme un choix personnel. Oui, moi, j'encourage encore tous les Canadiens et Canadiennes de continuer de porter le masque dans un certain contexte. Mais oui, personnellement, je vois avec quelques événements comme peut-être les concerts, même
les matchs de sport avec beaucoup de monde à l'intérieur d'une aréna, oui, ça peut augmenter le risque. Ça, c'est sûr. Merci. Prochaine question, Olivier Ferron-Boisé de TVA. Oui, bonjour. Là-dessus, justement, je me demandais si vous aviez une idée de à quel point la recrudescence des cas qu'on voit en ce moment est liée à l'allègement des mesures et notamment au retrait du port du masque. Et si les provinces qui ne l'ont pas encore fait, comme le Québec, devraient considérer reporter la levée du masque. Merci pour la question. Moi, je cède vraiment, comme on dit, les décisions parce que c'est vraiment dans la juridiction des provinces et territoires. J'écoute aussi attentivement qu'est-ce que le docteur Boileau a déjà dit avec ses points de presse. Et moi, je suis complètement d'accord que toutes les options sont toujours et restent toujours sur la table. Et on regarde qu'est-ce qui se passe étroitement avec les cas d'infection, mais aussi avec les hospitalisations. Je pense que la question pour le mandat pour le port de masque obligatoire, c'est peut-être un enjeu aussi à surveiller. Pour l'instant, je pense que le gouvernement du Québec continue avec la décision. Mais pour moi, personnellement, ça ne change rien. C'est une bonne mesure de protection individuelle. Et même s'il y a un mandat ou non, je pense que c'est une bonne pratique. C'est bon de continuer à utiliser le port de masque, mais aussi en regardant c'est quoi les situations à l'échelle locale et toujours peut-être aussi continuer à suivre les conseils des autorités à l'échelle locale. Mais c'est sûr, si la situation change, que toutes les autorités, je pense, à travers le pays, sont prêts à s'adapter à la réalité si ça arrive et la situation change. D'accord, merci. Simplement, en suivi, je me demandais si on peut s'attendre à une recommandation officielle du CCNI bientôt sur la 4e dose, une 2e dose de rappel. Oui, on a eu même une présentation de CCNI avec pour tous les médecins hygiénistes à travers le pays hier et on attend avec impatience prochainement une recommandation, une déclaration de CCNI. Merci. Next question, Erica Ibrahim from Canadian Press. Hi there. I heard some of my Francophone colleagues pose this question, and I was hoping to pose it in English. Dr. Tam, what do you think of the general trend of jurisdictions relaxing restrictions at a time when case counts seem to be on the rise? Is now the time to be easing restrictions? And I guess a follow-up is easing up responsible for the modeling? So the increase in activity, in a way, is totally expected because anytime we relax some of these measures and increase in-person activities or more contacts, cases are going to go up. And everyone knew about that. On top of that, there's the BA2 variant, which, based on the information we have internationally, is more transmissible. And that particularly is going to affect people who haven't been up to date with a vaccination or haven't had that BA1 wave as much in the community, and waning immunity may have occurred in some populations. So all of these things alone, it's not just, did someone relax mask mandates? That is not, as a singular decision, would be responsible for resurgence. It's a combination, I think, of all those things. But anytime we relax measures, cases go up. So the key is whether we can keep those hospitalizations and severity trends down. But keeping transmission lower, we can all do, because that protects the persons who are at the higher risk, as well as keeping that population impact lower. So I think we can't see every uptake as being, a massive issue.
but we have to still keep at it in terms of trying to dampen that wave as much as we can, while our boosters are still, there's some gaps in our booster coverage. But this is a very different situation than we were, and it's still going to be very difficult because balancing transmission and reducing transmission and the reduce in severity against the need for society to return to more normal stance, it's going to be quite a difficult balance. And that's why I think people have to watch that very much on an ongoing basis. But as individuals, we can still keep up with those measures. And go get your booster. Okay. Erica, did you have a second question? No, it was a bit of a double-barreled question, so that was I rolled my follow in there too. Thank you. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Or does anyone else want to ask a question? If so, please use the raised hand function. And seeing no raised hands, thank you very much. This ends this press conference.